film en pâte à modeler, c'est un peu de la cuisine. Hein. Enfin, je sais pas si ça donne vraiment envie de le manger. Ça y est presque. La pâte à modeler, elle a une particularité assez étonnante de fondre hyper facilement et de se mélanger, d'ailleurs, très bien. Et puis après, on l'étale comme ça. Je crois que Dieu, il a fait ça un jour. Bon, alors lui, on va le mettre là. Lui, il sera comme ça. Voilà. T'as un truc de l'arbre qui est tombé. Bon, bah écoute, déjà, première étape, c'est pas trop mal. Bah, le mieux maintenant, ça va être de fermer, on va allumer les lumières. On va remettre la caméra et puis voir vraiment le cadre. On fait jamais 24 images pour faire une seconde. Ça fait une anime un peu molle. Donc moi, j'ai inventé ça dans les années 80, hein, de faire deux. Et puis, bizarrement, tout le monde fait ça maintenant. Il faut 12 images pour faire une seconde. 12 images doubles. On fait les photos avec un appareil photo, on a une série d'images. Hein. Après, on les rentre dans un logiciel X ou Y et on les lit. Et voilà, quoi, c'est ça l'animation. Après, on a une séquence. Après, on peut tailler dedans, on peut faire... On commence après, ça passe à la phase montage, quoi. Mais c'est aussi simple que ça, hein, l'animation. Hein. Voilà, et la lumière. Ah oui, ça durcit assez vite. Hein. C'est hyper sensible à la température, le changement de température. Une fois, on a fait un tournage au mois de mars, je crois. Il faisait super froid, on commence à tourner, et d'un coup, canicule. Et d'un coup, putain, la chaleur dans le studio. En plus, à l'époque, on tournait avec des mandarines. Alors, tu vois, qui chauffaient vachement. Puis les personnages, c'était carrément des flaques. Le pâte à modeler a bougé, c'est assez drôle. C'est intéressant, oui. Ouais, c'était pas mal. Tu vois plus de trous? Non, c'est bien. Voilà, un peu là. Voilà. Juste ça, c'est bon. Allez, bon, on va commencer à tourner, hein, déjà. On plonge. Hein. Alors là, lui, il va juste faire ça. Les gens me disent « Ah ouais, mais il faut de la patience, il faut... » En fait, pas du tout, parce que c'est vivant, quoi. C'est un tournage, on met des projos, il y a un plateau de tournage, il y a des comédiens, il y a un décor, c'est la vie. Donc les choses avancent tout le temps, et avec du risque, parce que ça peut se casser la gueule, à chaque fois qu'on bouge, il y a un truc qui risque de s'abîmer, voilà, et donc c'est hyper précis, quoi, c'est de l'horlogerie, parce qu'on est obligé de découper le mouvement, mais très régulièrement, quoi, pour que l'animation elle soit relativement fluide. Ça oblige à avoir une sorte d'état de conscience très précis. C'est une méditation, hein. Moi ce qui me plaît là-dedans, c'est une sorte de méditation transcendantale. 44 images, donc nous avons 3 fois 12, 36, on a 3 secondes et demie, quoi. T'as un bout de verre sur là. Oui, monsieur. J'y vais? Oui. Là, ça y est, il a fait le trou, hein, ils sont rapides à cet âge-là. Et après ça, il va balancer la truc, il va mettre une graine, et puis bon, puis un arbre qui va pousser, quoi. Donc, on est au tiers, quoi, de la séquence.
Ça me fait marrer. Ouais, ça marche bien, hein. Ouais, c'est bon. Et hop, là, elle disparaît dans le trou. Voilà. J'aime bien les arbres, hein. C'est pas rien, tout est improvisé au niveau de la fabrication, rien n'est improvisé au niveau du fond de ce qui se passe, quoi. Parce que moi je milite à fond pour les arbres. Je pense qu'il faut qu'on plante sur la terre des centaines, des milliers, des millions d'arbres, je pense. Oui. Il faut se protéger parce qu'il va nous arriver des trucs sur la gueule assez sérieux. Donc les arbres, c'est des vrais protecteurs. Donc ça, c'est déjà le premier propos, quoi. Ah, regarde, ça va être pas mal. Ouais. Voilà, ça va finir comme ça. Après, est-ce que les extraterrestres commencent à s'intéresser à ça? Parce qu'on dit que les extraterrestres, ils nous surveillent depuis longtemps, quand même. Et qu'ils nous laissent nous développer comme ça en se disant « mais c'est pas vrai, quoi. Ils se font encore des guerres. Non, mais c'est pas possible, quoi. » Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis un peu les extraterrestres, parce qu'ils doivent vraiment se demander ce qu'on fout, quoi. Je pensais que le 3e millénaire, moi, ça allait d'un coup devenir... Ah, ça y est, on a tout compris, quoi. Ouais. Les gens vont devenir gentils. Mais non, c'est deux fois pire. Alors, bon, je suis un peu déçu. Pour ça, je commence à prendre contact avec les extraterrestres, parce que sinon, avec les humains, on est mal barré. Hein. Alors, j'ai toujours dessiné. Moi, gamin, je remplissais des cahiers de dessin. Je recopiais des photos en dessin, je faisais des BD, je dessinais toutes les bagnoles, je dessinais les avions, je dessinais des visages, je dessinais. Je pense que dans le ventre de ma mère, je devais dessiner... moi, si on se met à parler de quelque chose, je dis stop, attends, je prends une feuille, un crayon, hein, parce que je parle en dessinant, quoi. Il y a une partie de ma famille céramique qui a sûrement influencé pas mal mon approche de la matière. Donc ça, c'est du côté de ma mère. Donc c'est italien d'Umbria, Città di Castello, tout ça. Et mon grand-père était un grand dirigeant socialiste italien, donc à l'époque Mussolini, il a dû fuir l'Italie. Donc ce qui fait qu'on est rentré en France. Après, côté de mon père, c'est un peu différent, c'est plutôt espagnol, bourguignon, mais mon père est né à La Havane et moi à Caracas. Mes parents ne sont pas restés longtemps, donc ils sont rentrés à Nice. Et donc moi, gamin, j'étais à Nice, à l'école primaire, au lycée. Mon père, c'était un passionné d'image, mais vraiment incroyablement passionné, et d'un super niveau. Et il avait des caméras. Hein. La première, c'était une Payard 16 mm. Donc moi, j'ai commencé à tripatouiller ces trucs-là. Et après, une Beaulieu. Mais en amont, carrément dans les années 50, il avait acheté un projecteur Bellowell que j'ai toujours par là, 8 mm. Et donc moi, je vois presque encore, j'étais assis comme ça avec le projecteur là, avec le clic, 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 clic des images, comme tous ces trucs 8 mm, on voit vraiment l'image qui passe. Je pense que c'est ça qui m'a appris l'animation, quoi. Je suis né dedans, quoi. Il y avait toujours des caméras, des appareils photo chez moi, quoi. Ça faisait partie de la maison. C'était comme des couteaux et fourchettes pour manger, quoi. Et d'ailleurs, à un moment, Canal, ils avaient fait une émission spéciale film amateur. Et mon père, il l'avait appelé le Jacques Tati du film amateur. Nous qui n'étions rien du tout avons grandi en pas si loin de ce qui nous faisait rêver. Nous qui n'étions rien avons grandi dans ce lieu loin de ce qui à la radio se jouait. Ah, c'était pas Hollywood, ni New York, ni Brooklyn ou Londres. C'était pas l'autoroute, mais un petit
12 ans, j'étais batteur. C'était archi primitif. Hein. Mais après, on a quand même évolué. On a eu plusieurs groupes. Alors, ce qui est drôle, le premier, on s'appelait Jackie Garner et les Cougars. On jouait pas mal. Hein. On faisait des reprises. Hein. Les Shadows. C'était nos idoles. Oui, je savais bien qu'il y avait du matos. Voilà, pour faire de l'anime, hop, on mettait le déclencheur souple là. Ah, mes premiers films, moi je les ai fait avec la Beaulieu 16 qui est là, oui. Je crois que le premier que j'ai fait, c'était un dessin animé qu'on avait fait avec un copain. On avait trouvé des plaques de verre dans la rue et on s'est dit « Ah, tiens, c'est génial, on va faire avec ça va en faire un film. » Donc là, voilà. Et là, c'était retour pour rembobiner, si vous voulez. Voilà. Et puis moi, je faisais des BD, j'avais inventé un personnage que j'avais appelé Vignard le Bœuf, qui était une espèce de personnage en triangle, un peu comme un truc de pâte à mode d'ailleurs. Tiens, j'avais jamais pensé. Et on a fait un premier dessin animé avec ces plaques de verre, où on peignait sur les plaques. Avec Banana, on avait acheté un camion Volkswagen, et puis je l'ai aménagé pour habiter dedans, parce que on trouvait ça drôle de voyager et d'habiter dedans, quoi. Et on a vécu 6 ans comme ça. On est parti dans les Amériques, puis après j'ai acheté pour 1500 $, hein, un gros GMC pick-up, et on a traversé tous les États-Unis avec ce camion. En camion, je ne voulais pas faire de l'animation dans mon van, donc mon van c'était peinture et photo. Hein. Je faisais mes tableaux en acrylique, ils venaient d'inventer la peinture acrylique, ça c'était génial, parce que ça séchait super rapide et c'était une super qualité. On vivait de ça, hein. Moi je vendais des tableaux un peu partout, dans les galeries, dans les rues, dans les restos, je faisais des expos à droite à gauche. On cherchait un nouveau monde un peu, hein, ce que tout le monde est en train de rechercher maintenant, hein, parce que là on avait les solutions à l'époque. Hein. Dans les années 70, on parlait déjà d'énergie solaire et tout ça. Donc moi j'ai vécu ça ces années 70 à fond. J'étais au festival de l'île de White, hein, j'ai vu Jimi Hendrix en vrai. Et en 78, hein, là, je me suis posé, puis j'ai mon fils qui avait 6 ans, il fallait le mettre un peu à l'école et tout, donc je me suis arrêté. Mais j'avais pas recommencé à faire du film d'animation. Et c'est là que je sais pas pourquoi, un matin, j'avais cet atelier dans la vieille ville niçoise, et j'ai acheté une pâte à modeler, j'ai commencé à faire des trucs. Ce qui m'a servi d'ailleurs, hein, en rebond, plus tard, à ce que je me retrouve dans une émission au Festival de Cannes. C'est une émission qui s'appelait Les Nuits du cinéma. C'était en fin de programme de FR3. C'était un peu le début où la télé a commencé à s'exploser un peu, quoi. C'est des copains à Paris qui m'ont dit « Mais t'es dans le sud, là ?» Je dis « Oui, là, on a une équipe de cinéma qui va venir faire une émission au festival. Ils ont besoin de plein de trucs. »
Et donc j'ai vu débouler Bernadette Lafont, Gérard Lefort et Pierre Bouteiller, plus une équipe de cinéma. À un moment, les mecs me disent « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ?» Je dis « Je suis artiste. » Et je lui dis « D'ailleurs, je fais des films en pâte à modeler. » Il me dit « Bon ?» Il me dit « Putain, amène-le. » Donc ils ont diffusé dans cette émission. En plus, j'avais fait La Baie des Anges, ça faisait un peu la croisette. Mon premier film que j'ai fait vraiment, c'est Nice, hein, La Baie des Anges en pâte à modeler. Et donc ils ont passé ce film à la télé, quoi. Et ils m'ont dit... il me dit, mais tu sais, tu devrais venir à Paris parce qu'il y a une nouvelle chaîne qui va se monter avec un truc de programme court. Et c'est Canal. Et voilà, quoi. En fait, c'est ce film qui m'a fait rentrer dans cette histoire de télé. Hein. Moi, je suis né le 9 mai, donc le 8 mai 81, j'avais 30 ans, quoi. Donc, c'était quand même, pour moi, un beau cadeau. Hein. Donc, la gauche qui est arrivée, ça... Moi, je l'ai vécu de façon assez fantastique. Hein. Paris, c'était fabuleux dans les années 80 et quelques. Il y avait des radios partout. Putain, on entendait des trucs de fou, quoi. C'était magnifique, quoi. C'était d'un coup, ça a explosé. C'était le début de la télé autre que les 3 chaînes noir et blanc. Hein. Là, c'est d'un coup, ça a commencé. Il y a Canal qui commençait à se monter. Moi, coup de chance, j'avais mes copains qui avaient monté les studios Durand, avec des super machines qui étaient arrivées là, des Amériques. Là. Et là, j'ai fait mes premières expériences d'incruste. Moi, j'ai amené mes pâtes à modeler, j'ai tourné avec ma 16 mm. Et derrière, on a collé des effets spéciaux. J'avais des boutons, on faisait des trucs complètement psychés. Et donc, j'ai collé des trucs comme ça derrière. On avait trafiqué un peu pour qu'on ne voit pas que ce soit trop de la pâte à modeler. Et Canal, ils m'ont dit « Ah ouais, tiens, là. » Ils m'ont commandé 50 épisodes. C'était des 5 secondes, hein. Ou 10 secondes, 15 secondes. Quoi. Donc c'est un peu mon premier truc que j'ai fait avec mes pâtes à modeler magiques. Et après, en 85, j'ai commencé à partir dans ce truc de personnage people. Mais ça m'est arrivé, alors vraiment, c'est une soucoupe volante qui me l'a balancé, ce truc, quoi. Parce que, putain, j'en ai fait, mais waouh! Là, j'ai créé vraiment mon univers autour de ce procédé pâte à modeler et de ce concept de people, cosmic people. C'est une espèce d'entité qui existe maintenant, parce qu'il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de toiles, il y a beaucoup de dessins. J'avais appelé ça people et j'ai appelé ça cosmic people à un moment. Un peu avant qu'ils appellent les people, les trucs, ça m'a énervé là qu'ils disent les people, c'était les gens célèbres. Hein, parce que moi, c'était plutôt les... c'est ces personnages-là, hein, à l'origine, c'est des personnages en pâte à modeler qui sont un mélange de un peu toutes les ethnies possibles, aussi bien martiens qu'égyptiens, que black, que punk. Voilà, c'est une espèce d'entité comme ça que j'avais appelé people. Ben Vautier, il dit que c'était ma période art brut. Et j'en ai fait des petits, des pins que j'ai mis avec des épingles, machin. J'en ai fait des grands. D'ailleurs, j'ai une grande sculpture rue de la Goutte d'Or qui fait 6 mètres de haut que la ville de Paris m'a commandée. C'est aussi ce même concept. C'est entre la figuration libre et l'art brut. Voilà. Je me balade entre les deux. Mais c'est quand même très art brut. Hein. Et la pâte à modeler, c'est une matière impressionnante, hein, parce que j'avais proposé à Canal de faire un 52 minutes sur l'histoire de l'animation pâte à modeler, j'avais appelé Situation pâte à mode.
Et le truc le plus drôle, c'est que on commence le tournage, machin, et on m'a proposé un documentaliste, Frédéric Tan, qui est un mec génial. Il me dit, mais t'étais au courant quand même. Je dis quoi? Il me dit, c'est le centenaire de l'invention de la pâte à modeler. Donc je me dis, la matière est vachement forte quand même. Elle s'est fêtée son anniversaire par mon intermédiaire. C'est ça hein, quand même. Et donc j'ai fait un gâteau en pâte à modeler. Hein, et on a souhaité le bon anniversaire à M. William Arbut, qui a inventé la pâte à modeler. C'est un Anglais qui est le premier à avoir pensé à faire... Parce qu'il y avait l'argile, mais qui sèche, qui durcit, qu'il faut cuire ou pas. Enfin, et donc il est arrivé à faire un truc en mettant de l'huile pour que ça reste instable et que ça ne sèche jamais. Bonjour, oui, bonjour. Je suis créée et fabriquée pour vous parler de pâte à modeler, de films à modeler, de réalisateurs à modeler, d'animation à modeler, car je suis spécialiste de la pâte à mode. Et tout ça pourquoi? Vous devriez pourtant le savoir, 1997 est le 100e anniversaire de l'invention de la pâte à mode. Et c'est un certain William Arbut qui eut cette géniale idée en 1897. Mais aujourd'hui, et depuis tout ce temps, quelle est la situation de la pâte à mode? Allez, je vous explique un peu. Imaginez-vous que depuis des millénaires, bien des civilisations ont modelé différentes matières pour réaliser des idées en volume. Deux phacochères réalisées anglaises ont été répertoriées comme étant une des plus anciennes œuvres modelées de l'humanité. La cire aussi a servi de tout temps pour le modelage, aussi bien pour des représentations anthropomorphiques comme les célèbres écorchés de la Renaissance que pour des moulages à cire perdue d'œuvres en bronze. Mais il y a également le papier mâché, utilisé de tout temps pour faire des figurines et des masques, comme vous l'avez sûrement expérimenté vous-même au moins une fois dans votre vie. La mie de pain est très malléable. Il existe même des sculptures en beurre de yak au Tibet. Et plus loin en Asie, surtout à Badi, encore aujourd'hui, la pâte de riz sert à fabriquer de gigantesques œuvres rituelles. Il n'y a pas de pâte à modeler spéciale film d'animation. Donc celle-là, ça c'est celle qu'on préfère parce que elle est assez dure quand même, mais elle se ramollit quand même évidemment, et elle a une belle tenue quand on fait de l'animation. Ouais, ça c'est un peu plus sophistiqué, tu vois, on fait comme des os, tu vois, ce qui fait que, parce que si tu n'as pas ça, quand tu bouges ton bras avec la pâte, il y a tout qui bouge. Tandis que là, ça peut faire comme des articulations, tu vois. Tac. Bah, le squelette, quoi. Pareil, nous, si on n'a pas le squelette, on serait des limaces. Hein. Pour la base, en fait, j'utilise des chutes, un peu comme le tas qui est là. À un moment, on avait appelé ça du chien, parce que dans l'émission que j'avais fait pour Canal, Situation pâte à mode, il y a un tas de pâte à modeler qui me suit dans la rue, comme ça. Comme un chien, donc on appelait ça du chien, en fait. Voilà, tac. J'ai une anecdote assez rigolote. Quand j'avais fait cette émission Situation pâte à mode, j'avais envoyé une équipe à Moscou, parce qu'il y a un cinéaste génial qui s'appelle Gary Bardin, à Moscou, qui fait des films en pâte à modeler. Et il raconte qu'à un festival, il avait rencontré Nick Park, qui est quand même la star aussi de l'animation pâte à modeler en Angleterre, qui a fait Wallace et Gromit. Et ils discutent, et lui il dit « Ouais, moi, à Moscou, j'ai une pâte à modeler qui est pas terrible, qui s'effrite et tout. » Et Nick Park lui dit bah, « Écoute, quand j'arrive, je rentre chez moi, je te fais un paquet, je t'envoie un stock de pâte à modeler. » Et je recroise Gary Bardin un jour, il me dit « Ah ouais, ben moi avec les échantillons, j'ai fait un long métrage. » J'ai trouvé ça génial.
c'est assez marrant parce que j'ai fait mes premiers films sans avoir jamais vu de film pâte à modeler avant. Je n'ai même pas pensé que ça existait. Mais par contre, j'ai découvert après coup des réalisateurs qui avaient fait des films en pâte à modeler et qui sont un peu devenus des sortes de pères spirituels. Mais donc il y a ce Gary Bardin que j'ai découvert aussi après coup, le russe, là. Il y a Jan Schwankmajer, tchèque, qui lui a fait des films en mélangeant plein de techniques. Alors surtout des films en argile, les plus connus sont des films en argile. Et un américain, c'est peut-être le premier que j'avais connu, Will Vinton. C'est ces trois-là que j'ai découvert. Voilà, maintenant j'ai recouvert, j'ai fait une base avec mon tas, là. Et après je recouvre. C'est juste une histoire d'économie, hein. Parce que c'est plutôt que balancer, on recycle, quoi. Et je me pose la question, pourquoi, là, j'ai fait des films en pâte à modeler, je me demande si c'est pas que j'ai capté que je pense que c'est un des médiums les plus libres, parce que tout ce qu'on peut imaginer, on peut le fabriquer, quoi, en pâte à modeler. Il suffit juste de le penser et de prendre de la pâte, quoi, et de le faire, quoi. Et de l'animer et de le faire rendre vie. C'est quand même assez jouissif, quoi, de pouvoir se dire on prend de la couleur, la matière et hop, on raconte ce qu'on veut, quoi. Quasiment. On va le passer en accéléré, hein, tout ça. Je trouve extraordinaire parce qu'on voit la cambrure des reins. Ah, mais c'est ça c'est ça le plus marrant à faire, hein, quand on fait des trucs comme ça, c'est d'un coup faire juste les trucs qui ressemblent à imaginer Moi j'imagine tout, hein, la structure, les os dessous, en le faisant. C'est des copains qui faisaient une émission sur Arte, et sur l'animation. C'est eux qui m'ont appelé, ils m'ont dit « Est-ce que ça t'intéresserait de faire une petite série ?» Bon, j'ai dit « Pourquoi pas, on va voir. » Donc on a fait un pilote. Il y a 24 épisodes, hein, donc j'ai ratissé toutes les techniques que j'ai utilisées dans ma vie. Bon, bien sûr, pâte à modeler, mais il y a des films en sable, en grattage sur pellicule, en encre sur pellicule, de la pixilation, c'est-à-dire c'est de l'animation avec des personnages, avec des gens. Donc on bouge, une image, deux images, trois images. Puis attaquer le look du personnage. Cette fois-ci, salopette bleue, chemise orange et pieds et oreilles démesurés. Attention, à partir de ce moment-là, le personnage ne vous appartient plus. Il existe par vous, mais n'est pas à vous. Oh là, sur bas. Ah, une revendication. Ah ben oui, ça, facile. Bon, elle est pas mal, non? Alors c'est ma fille, justement, qui travaille avec moi. On l'a fait à trois, avec quelquefois une quatrième personne. Donc ma fille aînée, Linda, qui... Elle faisait les animations pendant que moi je faisais le clown, quoi. Toute l'émission est tournée en pixelation. Ce qui est pratique parce que c'est là où on peut vraiment faire de la magie, quoi. Donc non, la pâte à modeler, on ne peut surtout pas peindre, parce que c'est gras, donc la peinture ne tient pas dessus. C'est d'une indépendance incroyable, la pâte à modeler. Je fais aussi pas mal de mélanges, hein. Là, je vais un peu rapide. Bon, j'aime assez, hein, les trucs primaires comme ça, moi, mais non, des fois, je fais vraiment des mélanges super sophistiqués. Et alors, la pâte à modeler, c'est pratique, parce que quand on veut faire un mélange, c'est quand on avait tourné le Kama Sutra, comme les personnages n'étaient pas très habillés, donc il fallait faire des couleurs de peau différentes, quoi. Et donc c'est assez pratique parce que, par exemple, tu peux refaire après, on avait noté précisément, il y avait une couleur de peau, mais par exemple tu prends un pain de marron, un demi de jaune, un quart de orange, tu fonds tout ça et ça fait une couleur.
qui fait qu'on peut refaire exactement les mêmes couleurs, quoi, quand on a besoin. Dès que j'ai commencé à faire des films en pâte à modeler, je me suis toujours dit, ah, qu'est-ce que ça serait drôle, c'est tellement con les films porno. Et je m'étais toujours dit, tiens, c'est un film de cul en pâte à modeler, ça doit être drôle, quoi. Et puis, bon, finalement, je suis arrivé à faire cette série, ça n'a pas été si facile que ça. C'est 25 épisodes de 1 minute. Je me dis des fois, j'ai une chance inouïe quand même, hein, d'être passé à des périodes de société où moi j'ai vécu les années 70 avec toutes les ouvertures de liberté qu'il y a pu y avoir. Puis ces années 80 de création artistique, tout azimut, hein, on pouvait faire ce qu'on voulait presque, quoi. Moi j'ai fait ce que j'ai voulu. Hein. Tout ce que j'ai fait dans ma carrière de vidéo, j'ai eu toujours des cartes blanches totales. C'est-à-dire que c'était mon œuvre, quoi. Le manifeste. Stop la violence. Stop la violence. Stop la violence. Il faut que les jeunes ils sachent bien qu'ils sont pas pourris, qu'ils sont pas finis et qu'ils vont tous y arriver. Moi je suis jeune et je vais pas mourir demain. Et je vais continuer à me battre tous les jours. Simplement pas avec les poings, avec la tête. Parce que c'est ça le nouveau moyen maintenant. C'est la tête, il n'y a plus que ça. Alors apprenez, allez tous à l'école. Faites tous de votre mieux et vous allez tous vous en sortir. Maintenant, la violence, c'est clair et c'est net. C'est ce qui nous dessert dans la cause. C'est ce qui nous dessert, n'oubliez pas. Et un jour, dans ma voiture, j'entends sur Radio Nova, j'entends des messages comme ça, sur la violence, des messages assez formatés, puisqu'ils étaient tous à peu près de la même dimension, quoi. Et là, je me dis, waouh, c'est super intéressant. Donc, je vais à Nova, que je connaissais plutôt bien. C'était Christophe Nick, journaliste, qui avait un peu lancé cette idée-là. Ils s'étaient installés dans une banlieue, ils avaient fait tout un truc avec tous les gens des banlieues, aussi bien les jeunes que les élus, les assos et tout ça. Ils avaient fait tout un truc comme ça. Et au milieu de ça, la radio avait mis en ligne un répondeur où les gens pouvaient laisser des messages, comme ça, sur le thème de la violence. Et le gars me dit, bah tiens, vas-y, installe-toi là, mets-toi des écouteurs, on en a 250 là enregistrés. Écoute, si ça t'intéresse. Et là, waouh, j'ai entendu des phrases incroyablement intéressantes, quoi, drôles. On a fait une série comme ça, assez drôle, avec tous ces messages de gens. Alors, je me suis dit, un jour, ils vont peut-être se reconnaître, quoi. On n'a jamais eu de... Donc on ne sait pas qui c'est, quoi, c'est drôle. Donc, moi, j'ai fait des têtes de personnages qui ressemblaient à la voix, quoi. Et donc on a fait cette série de, je ne sais plus combien, il y a une vingtaine de petits épisodes qui racontent des trucs comme ça. Quoi dire sur la violence? Nous en voulons aux politiciens pour leur manque de franchise, à la police pour son manque de diplomatie, nous en voulons aux gens dans le métro pour leur manque de gaieté, nous en voulons aux professeurs pour leur manque d'attention, nous en voulons aux parents pour leur manque d'éducation, nous en voulons aux médias pour leur manque de pure vérité, nous en voulons aux patrons pour l'exploitation au travail, nous en voulons aux employés pour leur laxisme au travail, nous en voulons aux voyous pour leur surcroît de violence. Nous en voulons donc à la terre entière. Mais nous sommes la terre entière. Nous sommes qui, nous qui demandons stop à la violence, cette violence que nous entretenons, que nous rejetons toujours la faute. Et en dernier lieu, je pense que la culture sera peut-être ce qui nous sauvera un jour. Oh, vous allez stopper la violence ou je vous en mets une à tous alors? Regarde. Souvent à Paris, il n'y a pas beaucoup d'horizons. Dans les villes, les horizons, ils sont vachement près, quoi. Et là, c'est quand même génial. Là, on voit... Là, ça part vers les Pays-Bas ou l'Allemagne, je sais pas. Et là, ça doit partir vers le Massif central. Ah, il y a plein d'oiseaux.
c'est marrant, c'est quand il fait froid hein, qu'il y a des oiseaux. Ce qui est génial, c'est quand le bassin il est gelé. Ça arrive pas tous les ans, mais des fois il est vraiment bien gelé. Et il y a un incroyable nombre de cormorans qui viennent. Et ils viennent au sport d'hiver, je pense, parce que je vois pas l'intérêt, il n'y a rien à bouffer de spécial. Peut-être qu'ils font des raclettes discrètement, mais ils viennent et là, il y en a plein, quoi. Et après, hop, dès que ça fond, ils repartent. Donc, je me suis dit qu'ils viennent au sport d'hiver. C'est la seule raison valable. Ça, c'est du bronze, ouais. À un moment, je me suis mis à faire des bronzes. Bah, les gens me disaient, ouais, mais tu fais ton œuvre en pâte à modeler, ça peut se casser, donc fais des bronzes. C'est un gros boulot de faire des bronzes. Hein. D'un coup, on rentre, alors c'est encore un autre métier, où on amène ces trucs, on va surveiller les travaux, après on récupère, après il faut stocker, on a du stock, après il faut vendre. Et moi, je reste dans vraiment l'artistique le plus loin du business, etc. Enfin voilà, donc j'en ai fait quelques-uns, mais après, j'ai trouvé la parade psychologique de cette histoire, c'est que dans les sculptures, on va dire, les plus anciennes, qui ont traversé le temps, il y a une Vénus autantote, là, qui est en pierre, comme ça, une petite nana avec des gros seins, un gros cul, là, qui est connue. Hein. Vénus, il y en a une ou deux comme ça, qui sont les sculptures les plus anciennes. Et une deuxième, ce sont deux phacochères en terre crue, qu'un Cro-Magnon a fabriqué, et qui est de l'argile crue, qui n'a jamais ni cuit, et qui a traversé des millions d'années. Donc, je me dis, si une œuvre doit traverser des millions d'années, bah, elle peut être en pâte à modeler, peut-être qu'elle va passer. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai plus besoin de faire des bronzes. Je vais rester dans la pâte à modeler ou dans l'argile crue. Ça, c'est fabuleux comme métier. Rien que quand on découpe une tranche comme ça, regarde, c'est d'une beauté. Ça, c'est des trucs... ça, c'est une merveille, ça. Donc ça, c'est pour faire des œuvres qui restent, qui ne sont pas filmées, puisque ça va durcir, et ça va faire une sculpture. Donc là, j'utilise ça. Alors ça, c'est de l'argile crue. Hein. Voilà, donc... ben, c'est pareil, hein, ça se travaille pareil. Donc il faut bien la manipuler. Alors après ça peut se cuire aussi, ou pas. Donc celle-là, c'est une pâte qui durcit à l'air, mais il y a la même qu'il faut cuire. Alors pour la cuire, il faut vraiment la mélanger à mort, et surtout qu'il n'y ait pas de bulle d'air à l'intérieur, sinon ça fait péter le truc. Ah, c'est plus brut. Hein. Là, je ne sais pas si on va se lancer à cette heure-là. Faire un personnage, hein, sinon on est reparti pour 2 heures. Hein. Mais là, bon, là je peux continuer celui-là. Hein, par contre, il faut osmoser les deux matières, sinon ça colle pas. Quoi. Voilà. Alors là, c'est plus, on rentre dans la matière puisqu'on est dans la flotte et l'argile. Là, on est vraiment dans l'ancestral. Là. Ça, c'est la période Kamasutra. Ça, c'est fait comme ça. Ça, c'est la même matière. Donc après, alors c'est pas du bronze, mais c'est aussi solide que de la céramique, quoi. Donc là, j'ai fait une sorte de patine dorée. C'était pas transformer le plomb en or, c'est transformer l'argile en or. Donc c'était un peu ça dans ma démarche. Enfin, il faut faire gaffe, hein, parce que tu connais l'histoire hein, de celui qui, le roi, là, Midas. Hein. C'est un dieu ou quoi qui lui a dit je vais t'exaucer, c'est tout ce que tu veux. Et il dit ah ben génial, tout ce que je touche devient or. Donc ce qui fait qu'il n'arrivait plus à manger parce qu'il prenait une tomate et ça devenait de l'or.
Donc méfiance. Voilà. Bon, je vais laisser un peu sécher pour revenir après en troisième. Quand je l'aurai fini, après je lui fais une gangue de résine quand même, pour solidifier quoi. Et après, je l'ai peint. Alors ça c'est une sorte d'hommage à Yves Klein. Entre artistes vivants et pas vivants, on est à des contacts quand même. Et comme j'ai habité pas mal à Nice, et j'y habite toujours un petit peu de temps en temps, j'ai eu des rencontres étranges avec le travail d'Yves Klein. Moi je pense qu'on est... les morts sont pas si morts que ça, en fait. Voilà. Et donc moi je suis assez facilement comme ça en contact. Je peux pas l'expliquer de façon très rationnelle. Mais Klein, j'ai vraiment rencontré souvent dans mon itinéraire. Donc c'est un peu un hommage à Yves Klein. Alors, à des moments, mon atelier, épisodiquement, j'arrête tout et je me dis, je suis artiste peintre. Et donc, je pousse tout et je fais que de la peinture. Voilà, pendant 1 mois, 2 mois, des fois 3 mois. Et ça, alors ça, c'est la période, toujours cette période de people, cosmic people, avec... bon, ça venait plutôt c'est plutôt graphique au début. C'est plutôt, là, c'est toujours ces personnages martien punk, là. Et donc j'ai fait beaucoup de graphiques comme ça. Alors c'est pas du vrai du dripping, c'est pas... ça m'a fait rencontrer Pollock, que je connaissais pas bien, en fait. Je me suis mis à faire ça, je me dis putain, mais il y a un mec qui fait des trucs comme ça. Et ça m'a fait rencontrer l'œuvre de Pollock, mais moi, je fais des personnages, hein. C'est toujours des têtes, il y a des visages. Voilà. Là, il y a un visage, là, il y a un visage, là, il y a un visage. Alors, on a un peu l'impression que c'est abstrait, mais il y a toujours des visages. Et j'aime bien me balader dans la matière, quand même, comme ça, parce qu'il y a 36 000 couches, là. La peinture, c'est un océan, quoi. La peinture, c'est agréable, quand même, parce qu'on peut nager dedans. On vit, quand on peint, c'est génial, hein. En fait, je me suis mis à faire ça parce que quand je fais du modelage, je fais des volumes ou des sculptures en apportant de la matière. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, comment ça peut faire pour faire l'inverse? C'est-à-dire, il y a la matière et j'enlève de la matière pour arriver aussi au même résultat, enfin même à une sculpture. Donc c'était ça, c'est ça qui m'a commencé à m'intéresser à cette pratique. Je ne fais pas dans le granit, hein. Ça c'est... moi je travaille dans une sorte de facilité, hein, parce que c'est une pierre très friable. Hein. Voilà, que je ne suis pas obligé de c'est pas du marbre non plus, même si le marbre est assez friable. Là ça me permet d'aller relativement vite. Hein. Là déjà, en un quart d'heure, je peux arriver à faire ça. Si c'était du granit, il me faudrait 3 jours, quoi. Et en le faisant,
un truc assez génial, c'est que c'est vraiment une machine à voyager dans le temps, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, quand je commence à être vraiment là, dans la matière, dans les objets, les outils, etc., je pars aussi bien dans une époque médiévale, donc il me vient toutes des histoires médiévales, ou carrément 2000 ans en arrière, à l'époque des Égyptiens, des Grecs. Je peux me retrouver à l'époque des bâtisseurs de cathédrales, en faisant ça, quoi. Et ça me fait un voyage astral assez fabuleux, ce travail. Et alors, quelqu'un disait, quand on sculpte comme ça un bloc, on révèle simplement de ce qu'il y avait à l'intérieur, quoi. En fait, dans l'idée que ces formes-là, elles étaient dedans, et en fait, l'artiste, il fait que révéler les formes qu'il y avait à l'intérieur de la pierre. C'est pas mal, hein, comme... là, je sais plus où je suis parti, hein, ça doit être une déesse avec un serpent. C'est peut-être Nefertiti, hein, je sais pas. Là, je sais pas, ça c'est une espèce de... C'est une sorte de people, ça d'ailleurs. Là, il y a une grotte. Je faisais pas mal de musique dans les années 70, mais à un moment donné, quand je me suis un peu installé dans cet atelier là, dans le sud, je me suis dit si je fais image et son, je vais m'écarteler. Et donc j'ai arrêté la musique. Et là, récemment, je me suis un peu remis à faire de la musique. Ça me manquait sérieux. Alors je sais pas pourquoi, il y a toujours des résonances indiennes. J'ai dû passer une vie en Inde un jour, quoi, une autre vie. J'ai une amie qui habitait vers le Bangladesh, là, et elle m'a dit « Va là-bas, parce qu'ils ont tous la même tête que toi. » Donc, peut-être que je viens là, hein, on va savoir. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu des ambiances indiennes dans ce que je fais, sans le faire exprès, hein, je ne sais pas faire autrement, quoi. Et contemporaine, oui, bien sûr, concrète un peu même, hein, des fois. Mon fils est musicien depuis qu'il est né. Il écrit ses chansons, il compose et il les chante. Il a fait beaucoup de musique pour mes films. Et après, c'est drôle parce que après, c'est moi qui ai fait les images pour ces musiques. Donc on a un parcours comme ça, tricoté. Voilà. Il a un groupe qui s'appelle Jebaletti et qui tourne pas mal, hein. Nous, peuple bizarre, nous, peuple étrange, nous, peuple bizarre, nous, peuple étrange, nous être, dis-le-moi, toi qui le sais, pourquoi nous, peuple gâté, gâté téléphonie, gâté jouet d'enfant, gâté viande au repas, gâté mange beaucoup, gâté mange trop gras, qui gâte, énergie nucléaire, automobile, armement, énergie nucléaire, pétrochimie, armement. Là, ce qui m'a passionné, c'est de participer à ce combat, quoi, de cette chanson, hein, qui est une vraie critique intelligente de notre société, quoi, et de façon poétique. Jette les jouets, gâté vieil immigrant, refuse réfugié, gâté peur de manquer, partage pas. Et je trouve que c'est vraiment important. Les artistes, on sert un peu à ça, hein, on fait pas de la décoration. Hein. Il faut dénoncer, quoi, des trucs. Gâté veut tout manger, gâté mange de la merde, gâté pornographie, gâté boulimie, gâté soporifique, gâté amnésique. Nous, peuple bizarre, nous, peuple étrange, nous, peuple bizarre, nous, peuple étrange. Moi, quand je suis dans mon monde de people rêvé, bah, c'est un monde plus le monde de rêve, quoi. Donc, là, la chanson, elle est quand même assez critique, quoi, donc d'une société dure, quoi. Donc c'est évident que les personnages, ils sont plus durs, quoi, c'est possible, ouais. C'est peut-être un peu la période qui est plus dure maintenant, et ça transparaît dans la matière, hein, dans ce que je fais. On n'est plus années 70, hein, Cool Bab, c'est loin, hein, quand même. Même si on essaie d'être encore un peu comme ça, mais... Sinon, le monde des people, hein,
il existe, voilà. Alors, de temps en temps, c'est comme les champignons, hop, de temps en temps, hop, il y a un truc qui réapparaît, puis il revient. Et donc il est latent. Ce concept, il aimerait bien que le monde évolue quoi, dans le bon sens, qu'il a du mal, surtout en ce moment. Et donc ça réapparaît de temps en temps, il relance des messages. Moi, je suis un capteur d'énormément de choses. Hein. J'écoute la radio, là, je capte des trucs sur Internet, je rencontre énormément de gens, je côtoie tous les milieux. Donc je m'enrichis, je suis un boulimique comme ça d'informations. Et donc tout ça se fait un espèce de mix qui ressort comme ça par la matière, quoi. Et en échange avec la matière, quoi. La matière, elle me sert de révélateur, quoi. Voilà. C'est un peu comme ça que je pense que je fonctionne. C'est cette espèce une espèce d'antenne, de multi-antenne, quoi, qui capte énormément de choses, et du réel, et du paranormal, et du sentiment, et de l'impression, et de l'instinct, etc. Je fonctionne beaucoup comme ça, quand même. Ça m'amuse beaucoup plus que trop rationnel, de réfléchir, de calculer les choses. Je fais énormément à l'instinct, quoi.